Et en fait, on s'est rendu compte que ce qui manque à Madagascar, c'est pas le manque de reboisement, c'est plutôt la façon dont on le fait en fait. À Madagascar, on reboise déjà énormément. Vous avez dû vous en rendre compte dans les journaux, les entreprises, les églises, les ministères, le gouvernement, tout le monde fait du reboisement à Madagascar. Il y a une seule statistique que j'aimerais vous montrer ce soir. C'est une statistique de WWF qui dit que depuis son indépendance, donc depuis 1960, à Madagascar, on a reboisé 3 fois la superficie totale de l'île. Donc c'est vraiment assez choquant comme statistique. Pourtant, il reste que 10% de nos forêts naturelles. Donc là, ce que ça nous démontre, c'est que c'est pas le manque de reboisement le problème à Madagascar, c'est le résultat en fait du reboisement. Alors, si on essaye d'analyser un peu quelles sont les causes de cet échec, je dirais que la première cause, c'est le manque d'expertise en fait des reboiseurs. Donc, quand je dis reboiseurs, c'est vraiment global. Hein. C'est pas forcément les associations qui font du reboisement ou quoi, mais c'est quand on fait du reboisement, que ce soit une entreprise, une école ou quoi. Un reboisement, ça doit se faire avec une préparation, c'est-à-dire la réussite du reboisement, elle se prépare bien avant l'action de mettre le jeune plant dans la terre. Et donc ça comprend des études de sol, des études pédoclimatiques, une sélection des espèces travaillées. Donc on ne plante pas n'importe quelle espèce sur n'importe quelle terre. Et un reboisement, c'est beaucoup plus compliqué que ce que l'on pourrait croire. Et en fait, le problème à Madagascar, c'est que la forme compte plus que le fond, en fait. On reboise, mais la plupart du temps, c'est surtout, par exemple, les entreprises, c'est surtout un enjeu de communication, par exemple. C'est même devenu un enjeu de communication, même pour Madagascar à l'échelle internationale, dans la stratégie du gouvernement actuel. C'est vraiment la reforestation est quelque chose de très important. Pourtant, euh, ce que j'aimerais faire passer comme message, c'est que la qualité des projets est plus importante en fait que la quantité d'arbres qu'on estime, enfin qu'on veut planter ou qu'on prétend avoir planté dans la terre. Et la survie en fait d'un projet de reboisement, ça continue aussi bien après avoir mis le plan dans la terre. Or, si on regarde un peu comment se font les reboisements aujourd'hui, je donne un exemple typique d'une entreprise, c'est on met tous les collaborateurs dans un bus, on va à la campagne, on plante des arbres, pique-nique, on prend des photos, etc. On part, et l'année suivante, on revient sur le même terrain et il n'y a rien qui a poussé. On n'a pas fait de suivi entre-temps, il n'y a personne qui s'est vraiment occupé de regarnir les plants qui sont morts, etc. Donc, la première cause, c'est vraiment le manque d'expertise. Pour donner un exemple, c'est vrai que la déforestation est un gros problème à Madagascar. Et c'est un peu comme, on peut comparer, on peut faire une métaphore avec l'insécurité. On sait qu'il y a de l'insécurité, mais il y a des policiers qui sont là pour faire le travail parce que c'est des professionnels. On ne va pas tous aller chercher les cambrioleurs ou quoi. Et ben pour le reboisement, c'est la même chose en fait. C'est un problème qui touche tout le monde, mais il y a une façon de le faire et il y a des professionnels qui doivent le faire. Il faut être composé d'ingénieurs agronomes, d'ingénieurs forestiers, etc. La deuxième cause de l'échec des reboisements à Madagascar, c'est le manque d'implication en fait des communautés rurales. La plupart du temps, quand on fait des reboisements, c'est sur des terrains paysans, ou en tout cas, c'est au moins à la campagne. On a rarement vu des reboisements, par exemple, à Okondjan ou à Nalakel. Et pourtant, les premiers concernés par la déforestation, ce sont les populations locales, les personnes qui vivent dans les campagnes, mais on ne les implique pas dans les projets de reboisement. Au contraire, on y va entre personnes de la ville, on reboise entre nous et après on part. Alors qu'il faut vraiment impliquer les paysans, vu qu'ils sont la clé en fait, de la durabilité des projets. Premièrement, c'est eux qui vivent dans ces endroits, c'est eux qui coupent les forêts parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils vivent des ressources de la forêt, ils ont besoin du bois de chauffe, ils ont besoin de bois de construction, ils ont besoin de défraîchir pour cultiver, etc. Et donc, ce que je veux dire, c'est que comme ce sont les premiers concernés par la déforestation, il faut qu'ils soient impliqués dans les projets de reboisement. Et actuellement, on voit très peu en fait, d'implication des populations locales dans les projets de reboisement. Ensuite, un autre problème, c'est la dépendance aux donations. La plupart des projets de reboisement qui sont assez sérieux, on va dire, sont faits par exemple par des associations.
Or, on sait tous que la plupart, on va dire dans sa globalité, la plupart des associations à Madagascar sont financées par des bailleurs de fonds, des donations, des partenaires internationaux. Et pourtant, à chaque fois que Madagascar entre, par exemple, dans une période de crise, tous ces fonds sont coupés. Donc, les projets ne sont pas durables. On peut prendre comme exemple la crise de 2009 où Madagascar est passé directement sur la liste rouge internationale. Tous les financements étaient coupés. Et du coup, tous les projets sont tombés à l'eau. Même là, actuellement, aujourd'hui, avec le Covid, on, on voit que les Peace Corps, les JICA, etc., il y a beaucoup de bénévoles internationaux qui travaillaient dans les projets, qui ont dû rentrer dans leur pays. Et du coup, les projets, bah, là, ils se retrouvent en suspens. Et encore une fois, ça casse la durabilité des projets. Donc, le problème du reboisement, c'est qu'il dépend actuellement beaucoup des donations. Et ça, ce n'est pas durable sur le long terme. Donc, si on peut passer à la slide suivante. Merci beaucoup. J'ai essayé de un peu quelques axes de solutions. Donc, c'est une liste qui est loin d'être exhaustive, mais c'est certains axes que j'aimerais aborder avec vous ce soir. Donc, une stratégie cohérente à l'échelle nationale, ça, c'est surtout adressé aux décideurs publics. C'est qu'actuellement, on est surtout basé sur une stratégie de reboisement de masse, de reboisement quantitatif. On a entendu, par exemple, la volonté du président de planter 60 millions d'arbres à Madagascar. Ce sont des chiffres vraiment colossaux. Ce que moi je retiens de mon expérience, c'est qu'il faudrait mieux valoriser les projets qualitatifs que les projets qualitatifs. Si on plante même 100 millions d'arbres, s'il n'y a que 1% qui pousse, ça n'en vaut pas vraiment la peine. Aussi, quand je veux dire qualitatif avant le quantitatif, c'est que si on ne prend pas le temps de bien analyser les projets, de bien choisir les espèces, les conséquences, elles ne seront pas nulles. C'est-à-dire, on ne peut pas se dire, bon, au pire, j'ai mal planté un arbre, il ne poussera pas. C'est qu'il y a un vrai danger écologique. Si vous introduisez, par exemple, une espèce invasive, une espèce qui n'appartient pas à l'écosystème où vous plantez l'arbre, vous pouvez vraiment faire des dégâts écologiques. Par exemple, à Madagascar, la plupart du temps, dans les reboisements, on plante de l'eucalyptus et du pin. Premièrement, parce que c'est les arbres qui coûtent le moins cher, et deuxièmement, parce que ça pousse absolument partout. Mais le fait que ça pousse partout, ce sont des arbres qui sont réputés pour prendre beaucoup d'eau et qui rejettent beaucoup d'acidité dans le sol. Donc, si vous regardez bien les forêts qu'on voit la plupart du temps sur les routes nationales, etc., ce sont des forêts d'eucalyptus et de pin. Il n'y a rien d'autre qui peut pousser autour. La fertilité de ces sols, elle est terminée. Et n'essayez même pas de planter un jacaranda ou un oranger à côté de ces forêts-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention de valoriser plutôt la qualité des projets que la quantité. Ensuite, tout à l'heure, j'avais commencé à évoquer le fait de donner la clé des projets aux populations locales. Ça ne veut pas dire qu'il suffit uniquement de leur demander, par exemple, l'autorisation de reboiser chez eux. Ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est vraiment qu'ils se sentent concernés par le projet. Il faut qu'ils aient l'impression il faut qu'ils puissent avoir leur mot à dire dans l'orientation du projet et qu'ils s'approprient le projet afin de garantir la durabilité du projet. Par exemple, nous, ce qu'on fait très, très rapidement, c'est on prend vraiment du temps pour apprendre à les connaître. Ça commence par des analyses assez globales, par exemple des focus group dans les FONCTAN où on leur pose des questions sur est-ce qu'ils ressentent les effets du changement climatique, est-ce qu'ils ressentent les causes de la déforestation, etc. Et ensuite, on fait ces analyses-là, on les pousse de plus en plus dans le détail. Donc, on va visiter les parcelles de chaque paysan avec qui on travaille. On apprend qu'est-ce qu'il plante, à quelle période de l'année, est-ce que c'est plutôt pour la consommation personnelle ou pour la vente, etc. Il faut vraiment nouer on peut revenir. Il faut vraiment nouer une relation en fait avec ces personnes-là parce que c'est eux les vrais garants de la survie des arbres que vous allez planter. Si eux, ils ne sont pas impliqués et qu'ils n'ont pas d'incitatif pour sauver ces forêts, vous pouvez être sûr que les arbres ne vont pas pousser et qu'ils vont privilégier tout le temps de faire des feux de brousse pour ensuite de cultiver par-dessus. Encore une fois, c'est un cercle vicieux en fait. C'est que si on reboise sans éliminer les causes
de la déforestation. Donc, les causes de la déforestation, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les paysans, vu qu'ils en ont besoin pour leur survie. On peut planter des milliards d'arbres. Si on n'aide pas les paysans à vivre autrement que par couper des arbres, les projets de reboisement ne vont jamais être utiles. Donc, par rapport aussi à la dépendance aux donations, une solution, c'est de créer des projets autonomes économiquement. C'est-à-dire que ces projets puissent créer de la valeur et représenter de la valeur aux yeux des paysans. Par là, j'entends par exemple planter des espèces qui peuvent avoir de la valeur ajoutée. Ça peut être par exemple des arbres fruitiers qu'on pourra ensuite transformer par exemple en huile essentielle ou encore en confiture. Donc l'impact économique est vraiment important pour que les forêts puissent avoir une place toujours de choix à Madagascar et pas qu'on les échange rapidement contre des surfaces de maïs ou des surfaces de riz, par exemple. Donc là, on peut passer à la slide suivante. Voilà, merci. Très simplement, je vais expliquer, nous, le concept en fait, de reboisement qu'on a. On reboise uniquement sur des parcelles paysannes pour l'instant. On refuse encore de reboiser sur des grandes terres domaniales ou encore par exemple dans des aires protégées. Pour l'instant, on se concentre uniquement sur des parcelles paysannes, vu qu'on veut être un reboisement social avant tout, on veut avoir un impact social. Et pour l'instant, on travaille sur des terres avec des agriculteurs. Et le modèle technique qu'on utilise, c'est l'agroforesterie. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est la combinaison de différentes espèces d'arbres. C'est un peu comme de la permaculture, mais à grande échelle. C'est-à-dire que nous, on plante minimum 15 espèces différentes par parcelle. Ça fait des parcelles plus résilientes face aux maladies. Par exemple, s'il y a une espèce d'arbre qui est sujette à une maladie, le fait de ne pas avoir une parcelle rien qu'avec cette espèce, bah, ça protège la parcelle contre les maladies. Par exemple aussi, une espèce qui a besoin de beaucoup d'azote, on peut la mettre à côté d'une espèce qui rejette beaucoup d'azote. Donc la nature, en fait, après, elle fait vraiment son travail toute seule. On n'a pas besoin d'intrants chimiques, on n'a pas besoin d'engrais chimiques. On laisse vraiment la nature faire le travail. Et une spécificité aussi de notre concept, c'est vraiment la formation et l'accompagnement qu'on fait avec les paysans. Nous, on s'engage en fait à les accompagner sur au moins 5 ans après la mise en terre des jeunes plants et on les aide aussi à la formation sur la création de valeur ajoutée par rapport aux récoltes qu'ils puissent faire par rapport aux arbres. C'est-à-dire, si par exemple vous plantez des pêchers, eh ben, on va former les paysans à comment créer de la valeur plutôt que de vendre les pêches en brut et qui vont être vendues à Tana. Comment créer la valeur en fait dans les campagnes. C'est important que la valeur ajoutée se crée dans les campagnes. Et ça nous, ce qu'on aimerait aussi, c'est que notre modèle permette à long terme de lutter contre l'exode rural à travers la création de valeur ajoutée directement à la campagne. En termes d'expertise technique, déjà, il faut savoir que notre équipe, elle est composée en majorité en fait, d'ingénieurs agronomes, d'ingénieurs forestiers. On a notre directeur technique qui est professeur aussi à l'école polytechnique à Woudevoorn. On a des ingénieurs de recherche, des ingénieurs de terrain, vraiment pour mettre l'accent pour maximiser en fait le taux de survie des plants que l'on met dans la terre. Et quelque chose de très important, c'est l'implication sur le terrain. C'est-à-dire que dès le début du projet, toute l'équipe, nous, on allait dormir à Andjamas pendant 4-5 jours. Andjamas, c'est la première région où on a planté, pour préciser. On allait dormir toute l'équipe là-bas pendant 4-5 jours, vraiment pour passer du temps avec les paysans, aller visiter chaque parcelle. C'est le meilleur et c'est le seul moyen en fait, de créer une relation de confiance avec ces personnes. C'est vraiment de leur montrer qu'on s'investit sur le terrain et pas juste que nous sommes des personnes de bureau qui restons à Tana. Juste pour décrire comment on finance la plantation de nos arbres, en fait, on travaille avec des entreprises pour concevoir des solutions RSE qui permettent de financer la plantation d'arbres sur des parcelles paysannes. Donc voilà, j'ai essayé vraiment d'être bref pour expliquer la problématique. En conclusion, si je pouvais, s'il y avait 3 idées que j'aimerais vraiment vous passer ce soir,
La première, c'est que avant de vouloir planter beaucoup d'arbres, c'est important de lutter en fait contre la déforestation. Ce problème-là, il faut le voir comme une grande baignoire qui est trouée. Donc l'eau, elle coule. On a deux solutions. Soit on met continuellement de l'eau dedans pour la maintenir à flot, soit on bouche le trou. Et le fait de boucher le trou de la baignoire, c'est une solution qui est beaucoup plus durable. Et c'est ce que nous, on veut vraiment transmettre comme valeur par rapport au reboisement, c'est que même si on plante 1 milliard d'arbres, si on ne lutte pas contre la déforestation, on est voué à l'échec. Il faut savoir que les forêts naturelles que l'on coupe à Madagascar, on ne les reverra quasiment jamais. On peut mettre les meilleurs ingénieurs du monde dessus et mettre des milliards d'euros dessus. Jamais on ne pourra reconstituer les forêts naturelles, par exemple de la côte Est, les forêts tropicales, qui ont pris des millénaires à se créer. C'est vraiment un travail que seule la nature peut faire. Donc, chaque forêt naturelle qu'on perd, on ne la retrouvera pas, même si on reboise des millions d'arbres. Donc, c'est ça qui est vraiment très important, c'est qu'il faut lutter contre la déforestation avant même de vouloir planter des arbres. Ensuite, quand on plante des arbres, c'est la qualité qui prime sur la quantité. C'est vraiment quelque chose d'important. Planter des arbres, si ils ne survivent pas, c'est aussi un effort en vain, c'est un coup d'épée dans l'eau. Il faut vraiment avoir une implication dans les projets qu'on fait. Et malheureusement, aujourd'hui, ça a été vraiment marketisé, en fait, le fait de planter des arbres. Et la forme a pris beaucoup plus d'ampleur que le fond. Et ça, c'est vraiment dommageable sur le long terme pour Madagascar. Et la dernière idée, c'est que les gens voient beaucoup le reboisement aujourd'hui comme un enjeu environnemental, écologique, etc. Alors qu'à Madagascar, c'est avant tout un enjeu social. C'est que le reboisement, c'est un problème, c'est une solution beaucoup plus vaste qu'on pourrait croire au problème des Malgaches. Il aide concrètement les populations sur le court, sur le moyen et sur le long terme. Et je pense que si Madagascar s'engage dans cette voie-là, vraiment dans le reboisement bien fait, comme très peu de pays dans le monde l'ont fait, hein. Par exemple, on peut parler du Costa Rica, par exemple, c'est un modèle, mais la plupart des pays font encore du reboisement en masse sans vraiment l'inclure en fait dans la stratégie du pays sur le long terme. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, je voulais remercier aussi Anthony et les présidents du Rotary de m'avoir donné l'opportunité de discuter avec vous ce soir. Et puis, si vous avez des questions, je ne sais pas s'il y a une période de discussion, mais je suis tout à fait disponible pour répondre à vos questions ou me contacter plus tard. Merci.